Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des Mémoires d'Outre-Tombe de François de Chateaubriand, qui est son autobiographie. Je vais donc poursuivre cette lecture, nous en étions au livre 3, et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Pendant ce temps, des poules d'eau, des plongeons, des sarcelles nageaient autour de mon bateau. On eût dit que ces roseaux étaient le rendez-vous d'une caravane emplumée qui faisait les préparatifs de son départ. J'écoutais le gazouillement de l'hirondelle comme tavernier enfant aurait prêté l'oreille au récit d'un vieux voyageur. J'enviais le sort de ces oiseaux qui ne sèment ni le labourant et qui, bien différents des hommes sur la terre, traversent les plaines du ciel, sans y laisser de tristes marques de leur passage. La nuit descendait, les roseaux s'agitaient. Le lac battait ses bords, les grandes voies de l'automne sortaient des marais et des bois. J'échouais mon bateau au rivage, je retournais au château. 10 heures sonnaient trop tard pour mon impatience, à peine retirée dans ma chambre, ouvrant ma fenêtre et fixant mes regards sur les nuages qui volaient au-dessus de la petite cour, les facultés de mon âme s'exaltaient jusqu'au délire. Je montais avec ma magicienne sur les nuages. Roulée dans ses cheveux, dans ses voiles, j'allais au gré des tempêtes agiter la cime des forêts, ébranler le sommet des montagnes ou tourbillonner sur les mers, nageant, plongeant dans les espaces, descendant du trône de Dieu aux portes de l'abîme. Les mondes étaient livrés à la puissance de mes amours. Au milieu du désordre des éléments, je mariais avec ivresse la pensée du danger à celle du plaisir. Les souffles de l'aquilon ne m'apportaient que les soupirs de la volupté. Le murmure de la pluie m'invitait au sommeil sur le sein d'une femme. Les paroles que j'adressais à cette femme aurait rendu des sens à la vieillesse et réchauffé le marbre des tombeaux. Ignorant tout, sachant tout, à la fois vierge et amante, Ève innocente, Ève tombée, l'enchanteresse par qui me venait ma folie, était un mélange ineffable de mystère et de passion. Je la plaçais sur un autel et je l'adorais. L'orgueil d'être aimé d'elle augmentait encore mon amour. Marchait-elle? Je me prosternais pour être foulée sous ses pas, ou pour en baiser la trace. Je me troublais à son sourire. Je tremblais au seul son de sa voix. Je frissonnais de désir. Si je touchais ce qu'elle avait touché, l'air exhalé de sa bouche humide pénétrait dans la moelle de mes os, coulait dans mes veines, au lieu de sang. Un seul de ses regards m'eût fait voler au bout de la terre. Quel désert ne m'eût suffi avec elle? À ses côtés, l'antre des lions se fut changé en palais. À des milliers de siècles eussent été trop courts pour épuiser les feux dont je me sentais embrasée. À cette fureur de l'amour se joignait une idolâtrie morale, car par un jeu de mon imagination, cette frinée aux lèvres de laquelle j'aurais voulu rester suspendue une éternité tout entière, cette bayadère séduisante qui m'attirait mollement sur ses genoux et m'enlaçait dans ses bras, était aussi pour moi la gloire et surtout l'honneur. La vertu, lorsqu'elle accomplit ses plus nobles sacrifices, le génie, lorsqu'il enfante la pensée la plus rare, donnerait à peine une idée de cette autre sorte de bonheur. Je trouvais, à la fois dans ma création merveilleuse, tous les enchantements des sens et toutes les jouissances de l'âme. Accablée et comme submergée par ces doubles délices, je ne savais plus quelle était ma véritable existence. J'étais homme et n'étais plus homme. Je devenais le nuage, le vent, le bruit. J'étais un pur esprit, un être aérien chantant la souveraine félicité.
Je me dépouillais de ma nature pour me confondre avec la fille de mes désirs, pour me transformer en elle, pour toucher plus intimement la beauté, pour être à la fois la passion reçue et donnée, l'amour et l'objet de l'amour. Tout à coup, frappée de ma folie, des cris involontaires s'échappaient de mon sein. Je me précipitais sur ma couche, je l'arrosais de larmes cuisantes que personne ne voyait et qui coulaient en secret pour un néant. Bientôt, je ne pouvais plus rester dans ma tour. Je descendais à travers les ténèbres, j'ouvrais furtivement la porte du perron, comme un meurtrier, et j'allais chercher dans les grands bois le repos qui me fuyait. Après avoir marché à l'aventure, agitant mes mains, embrassant les vents qui m'échappaient ainsi que l'ombre, objet de mes folles poursuites, je m'appuyais contre le tronc d'un chêne. Je regardais la lune à travers la cime dépouillée des bois, ou les corbeaux que je faisais s'envoler d'un arbre pour se poser sur un autre. Je ne sentais ni le froid ni l'humidité de la nuit. L'haleine glaciale de l'aube ne m'aurait pas même tiré du fond de mes pensées si cette heure, la cloche du village ne s'était fait entendre. Dans la plupart des hameaux de la Bretagne, c'est ordinairement à la pointe du jour que l'on sonne pour les trépasser. Cette sonnerie compose par 3 notes répétées, sans fin, un petit air monotone, mélancolique et champêtre. Rien ne convenait mieux à mon âme malade et blessée que d'être rendue aux misères de la vie par la cloche qui annonçait la mort. Je me représentais le pâtre expiré dans sa cabane inconnue et déposé pour jamais dans un cimetière non moins ignoré. Qu'était-il venu faire sur la terre? Moi-même, que faisais-je dans ce monde, puisqu'enfin je devais passer à l'éternité? Ne valait-il pas mieux partir au matin et arriver de bonne heure, que d'achever le voyage sous le poids et pendant la chaleur du jour? Cette pensée me faisait monter, le rouge au visage. Un profond désir de la tombe me saisissait. Dans les passions qui vont agiter ma jeunesse, j'ai souvent souhaité de ne pas survivre à l'instant du bonheur. Si j'étais aimée, je craignais qu'on ne m'abandonnât. L'idée de l'inconstance humaine venait empoisonner ma folie. Plus je sentais mon cœur inépuisable, plus je me persuadais que le cœur qui s'était donné à moi serait bientôt tari. Comment ne pas se fatiguer de la redite de mes tendresses, de la perpétuité de mon culte? Il m'eût donc semblé heureux de m'en aller en pleine illusion. Il y a dans le premier succès de l'amour un degré de félicité qui me faisait désirer la mort. Me voici parvenue à un moment de ma vie où il faut de la force pour confesser ma faiblesse. Je dirai tout. L'ivresse, dont je n'ai tracé qu'une faible peinture, altéra enfin ma raison. L'envie de mourir devint chez moi le sentiment dominant. De plus en plus attachée à mon fantôme, ne pouvant jouir de ce qui n'existait pas, j'étais comme ces hommes mutilés qui rêvent avec désespoir un bonheur insaisissable et qui se créent une passion dont les délices ressemblent aux tortures de l'enfer. J'avais de plus les pressentiments des tribulations de mes futures destinées. Ingénieux à me tourmenter, je m'étais placée entre 2 désespoirs. Quelquefois, je ne me croyais qu'un être nul, incapable de s'élever au-dessus de la classe commune. Quelquefois, il me semblait sentir en moi des qualités supérieures qui ne seraient jamais appréciées. Un secret instinct m'avertissait qu'en avançant dans le monde, je ne trouverais rien de ce que je cherchais. Tout nourrissait l'amertume de mes dégoûts. Lucile était malheureuse, ma mère ne me consolait pas. Je manquais de tout, même de vêtements. Mon père me faisait trembler, son humeur et sa mélancolie augmentaient avec l'âge. La vieillesse raidissait son âme comme son corps. Il m'épiait sans cesse pour me gronder. Lorsque je revenais de mes courses sauvages, on m'aurait plutôt tuée que de me faire rentrer au château. Ce n'était pourtant que différer mon supplice, car j'étais obligée de paraître au souper,
Je m'asseyais tout tremblant sur le coin de ma chaise à table, avec mes habits déchirés, mon visage battu par la pluie et les vents, ma chevelure en désordre. Sous les regards farouches de mon père, je n'osais manger. La sueur couvrait mon front. Et ce que je sentais approchait du désespoir. Enfin, j'oubliais ma religion et j'essayais une chose affreuse. Je possédais pour tout bien un petit fusil dont la détente usée partait souvent au repos. Je chargeai le fusil de 3 balles et je me rendis dans un coin du bois. J'armai le fusil, j'introduisis le bout du canon dans ma bouche et me dis: si le coup part, c'est que le destin veut que je meure. Si le coup ne part pas, c'est que l'instant de ma mort n'est pas encore arrivé. Je frappai 3 fois avec violence la crosse contre terre. Je réitérai 2 fois cette épreuve en tenant toujours le bout du fusil dans ma bouche. Et le coup ne partit pas. Que ceux qui seraient troublés par ces peintures ou tentés d'admirer ces folies, que ceux qui s'attacheraient à moi par mes songes, que ceux-là se souviennent qu'ils n'entendent que la voix d'un mort, et qu'au moment où ils lisent ceci, j'ai cessé d'être. De cette énergie qui animait ma jeunesse, de ces pensées qui s'emparaient de mon esprit, de ces sentiments qui sortaient de mon cœur, rien n'est demeuré. La trace de mes pas s'est effacée de la terre. Et il ne reste de moi que ce que je suis entre les mains de Dieu, vivant, qui m'a jugé. Une maladie extraordinaire, fruit de cette vie extraordinaire, mit fin aux tourments, par lesquels s'annoncèrent chez moi les premières inspirations de la muse et les premières atteintes des passions. Ces passions vagues et encore sans objet ressemblaient à ces sortes de tempêtes de mer qui viennent de tous les points de l'horizon. Malheureux pilote, je ne savais de quel côté présenter la voile à des vents indéterminés. Ma poitrine se gonfla. Une fièvre violente et irrégulière me saisit. On envoya chercher à Bazouches, village éloigné de Combourg, de 5 ou 6 lieues, un très bon médecin, nommé Cheftel, dont le fils a joué un rôle dans l'affaire du marquis de la Rouërie. Il m'examina attentivement, ordonna des remèdes et déclara à mes parents qu'il était surtout nécessaire de me faire sortir de Combourg aussitôt que je serais guérie. Je fus 6 semaines entre la vie et la mort. Lucile me garda et les soins de cette sœur chérie me sauvèrent. Ma mère vint un jour s'asseoir au bord de mon lit. Elle me dit qu'il était temps de songer à prendre un parti, que mon frère pouvait m'obtenir un bénéfice, mais qu'avant d'entrer au séminaire, il fallait bien me consulter. Car, ajouta-t-elle, si je désire que vous embrassiez l'état ecclésiastique, j'aime encore mieux vous voir l'homme du monde que prêtre scandaleux et sacrilège. Après ce qu'on vient de lire, on juge si la proposition de ma pieuse mère tombait à propos. Dans les événements importants de ma vie, j'ai toujours été prompt à me déterminer. Un mouvement de conscience et d'honneur me pousse. Je sais, à l'instant, ce que je dois faire quand il s'agit d'une résolution d'honnête homme. Tandis que ma mère m'avait parlé, j'étais descendue dans mon cœur. Je ne me dissimulais pas que ma religion s'était affaiblie. Si je me considérais comme abbé, je me paraissais une chose ridicule. Comment plaire à une femme avec un petit collet? Quel moyen d'acquérir de la gloire pour se faire aimer, autrement qu'en uniforme ou en étant libre et célèbre? Si je me regardais comme évêque, j'étais frappée de la grandeur de mes devoirs. La majesté du sacerdoce m'imposait et je reculais avec un saint respect devant l'autel. Ferais-je comme évêque des efforts pour acquérir des vertus ou me contenterais-je de cacher mes vices? Je me sentais trop faible pour le premier parti, trop franc pour le second. Ceux qui m'ont traité d'hypocrite et d'ambitieux m'ont bien peu connu.
Il ne m'a manqué pour réussir dans le monde qu'une passion et un vice, l'ambition et l'hypocrisie. La première n'a jamais été chez moi que de l'amour-propre piqué. J'aurais quelquefois voulu être ministre ou roi pour désoler mes ennemis, mais 24 heures après, j'aurais jeté mon portefeuille ou ma couronne par la fenêtre. Je renonçais donc à l'état ecclésiastique. C'était déjà la seconde fois que je variais dans mes projets. Je n'avais point voulu me faire marin. Je ne voulais pas être prêtre. Restait la carrière militaire. Je l'aimais, mais comment supporter la perte de mon indépendance, la contrainte de la discipline européenne? Je m'avisais d'une chose toute nouvelle. Je déclarais que j'irais au Canada défricher les forêts ou aux Indes chercher du service. Par un de ces contrastes qu'on remarque chez tous les hommes, mon père, si raisonnable d'ailleurs, n'était jamais trop choqué d'un projet aventureux. Il gronda ma mère de mon changement de résolution, mais il se décida à me faire passer aux Indes. On m'envoya à Saint-Malo, où l'on préparait en ce moment un vaisseau. 6 mois s'écoulèrent. Le vaisseau ne mit point à la voile. Je me retrouvais seule dans ma ville natale. Il n'est resté plus personne de ma famille, les amis de mon enfance n'y étaient plus. La maison où j'étais née était devenue une auberge. Je n'avais que 17 ans, et déjà tout le monde était passé pour moi. Déjà j'étais étranger dans les lieux où j'avais reçu le jour. En me voyant, on demandait qui j'étais. Telle est la vie. Désormais sans compagnon, je cheminais solitaire sur les grèves où j'avais bâti mes châteaux de sable. Je marchais des heures entières, le long des vagues, regardant fuir quelques vaisseaux. Que l'homme change vite de chimère. Je contemplais encore la mer pendant les tempêtes, là où j'exposais avec Guéril à la fureur des flots. Mais c'était à présent pour me livrer à ces pensées funestes que j'avais rapporté des bois de Combourg. Mais mes jeux étaient des passions, terribles jeux. Un cap qui s'avance dans la mer et qu'on nomme Lavarde était le terme de mes courses. Assis sur la pointe de ce cap, je m'y abandonnais aux pensées les plus amères. Je me souvenais que dans mon enfance, les mêmes rochers servaient à me cacher les jours de fête. J'y venais pleurer, tandis que mes petits camarades nageaient dans la joie. Parvenu à l'âge d'homme, je ne me sentais ni plus heureux, ni plus aimé. Dans quelques jours, j'allais quitter ma patrie pour languir sous un ciel sous un ciel étranger. Ces réflexions me navraient à mort. Accablée d'une existence si courte et pourtant si pesante, j'étais tentée de me laisser tomber dans les flots. Tout à coup, je reçois une lettre de ma mère qui me rappelle à Combourg. J'obéis. J'arrive, je soupe avec ma famille. Mon père ne me dit pas un mot. Ma mère soupire. Lucille paraît consternée. À 10 heures, on se retire. J'interroge ma sœur. Elle ne savait pas ce qu'on voulait faire de moi, mais elle m'apprit que je devais partir le lendemain. En effet, le lendemain, à 8 heures du matin, mon père m'attendait dans son cabinet. « Monsieur le chevalier, me dit-il, j'ai décidé de votre sort. Il faut renoncer à vos folies. Votre frère a obtenu pour vous un brevet de lieutenant au régiment de Navarre Infanterie. Vous allez partir à l'instant pour Rennes et de là pour Cambrai, où votre régiment est maintenant en garnison. Voilà 100 louis, ménagez-les. Je suis vieux et malade, je n'ai pas longtemps à vivre. Conduisez-vous en homme de bien. Ne déshonorez ni votre nom, ni ma mémoire. » Mon père m'embrassa. Je sentis ce visage ridé et sévère se presser avec émotion contre le mien. C'était pour moi le dernier embrassement paternel. Le comte de Chateaubriand, si redoutable à mes yeux, ne me parut dans ce moment que le père le plus digne de ma tendresse. Je me jetai sur sa main maigre et décharnée que j'arrosais de mes larmes. Il commençait d'être attaqué d'une paralysie qui, 4 mois après, le conduisit au tombeau.
Son bras gauche avait un mouvement convulsif qu'il était obligé de contenir avec sa main droite. Ce fut en retenant ainsi son bras, et après avoir donné sa vieille épée, que sans me laisser le temps de me reconnaître, il me conduisit au cabriolet qui m'attendait dans la cour verte. Il m'y fit monter devant lui. Le postillon partit, tandis que je saluais encore de la main ma mère et ma sœur qui pleuraient sur le perron. Lucile était la plus à plaindre. Elle demeurait seule. Elle perdait le premier et le dernier compagnon de sa vie. Je passais sur la chaussée de l'étang, je vis les roseaux de mes hirondelles, le ruisseau du moulin. La prairie, pardon. Je mis la tête à la portière. Je jetai un dernier regard sur le château. Alors, comme Adam, après son péché, je m'avançais sur la terre inconnue et le monde désert s'ouvrit devant moi. Depuis cette époque, je n'ai revu Combourg que 3 fois. Une fois après la mort de mon père, nous nous y trouvâmes tous en deuil pour nous dire adieu et partager notre héritage. Une autre fois, j'accompagnais ma mère à Combourg. Elle voulait meubler le château parce qu'elle attendait mon frère, qui devait y mener sa femme. Mon frère ne vint point en Bretagne, et bientôt après, il monta sur l'échafaud, avec sa jeune femme pour laquelle ma mère avait vainement préparé le lit nuptial. Enfin, je passai une 3e fois à Combourg, en allant m'embarquer pour l'Amérique. Le château était abandonné. Je fus obligée de descendre chez le régisseur. Lorsqu'en errant dans le grand bois, j'aperçus du fond une allée obscure, le perron désert, la porte et les fenêtres fermées. Je me trouvais mal. Je regagnai avec peine le village et partis au milieu de la nuit. Après 20 ans d'absence, avant de quitter de nouveau la France pour passer en Terre Sainte, j'allais embrasser le reste de ma famille, à Fougères. Je n'eus pas le courage d'entreprendre le pèlerinage de ces champs paternels, où la meilleure et la plus grande partie de mon existence semble attachée, celle du bois de Combourg, que je suis devenue ce que je suis, que j'ai commencé à sentir la première atteinte du mal que j'ai porté le reste de ma vie, de cette vague tristesse qui a fait à la fois mon tourment et ma félicité. C'est là que j'ai cherché un cœur qui put entendre le mien. C'est là que j'ai vu se réunir, puis se disperser ma famille. Mon père y rêva son nom rétabli, la fortune de sa maison renouvelée, autre chimère que le temps et la révolution ont dissipé. De 6 enfants que nous étions, nous ne restons plus que 3. Mon frère, Julie et Lucile ne sont plus. Ma mère est morte de douleur, les cendres de mon père ont été arrachées de son tombeau et jetées au vent. Si mes ouvrages me survivent, si je dois laisser un nom après moi, peut-être un jour, un voyageur guidé par ses mémoires viendra visiter les lieux que j'ai peints. Mais il cherchera vainement le grand bois. Le berceau de mes songes a disparu comme ses songes, demeuré seul, debout sur son rocher. L'antique donjon semble pleurer les chênes, vieux compagnon qui l'environnait et le protégeait contre les tempêtes, isolé comme lui. J'ai vu comme lui tomber la famille qui embellissait mes jours et me prêtait son abri. Heureusement, ma vie n'est pas bâtie sur la terre aussi solidement que les tours où j'ai passé ma jeunesse, et l'homme résiste moins aux orages que les monuments élevés par ses mains. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.